les amis, bah oui, donc voilà, je sais pas quel bout call vous verrez avant l'autre. J'étais obligée de le couper en deux. Clairement, franchement, si je le coupais pas en deux, c'était pas possible. Voilà, donc j'étais obligée. Là, vous verrez, j'ai rien acheté. C'est cadeau. C'est cadeau parce qu'au fait, voilà, une dame donc mettait les cartons devant chez elle. Et donc j'ai une amie qui a vu ça. Et donc j'étais chez elle hier dimanche. Et elle me dit prends des sacs parce que j'ai récupéré des cartons de livres. Ouais, ok. Ok, tu vas me faire craquer, tu vas me faire revenir avec plein de livres. C'est gratuit, c'est bien, mais la balle elle en prend un coup. Donc voilà, je vais pas tarder, je vais tout de suite commencer à vous présenter tous ces livres. Clairement voilà, c'était du policier et du thriller, hein, il y aura que ça. Il y aura que ça, c'était beaucoup de policiers et de thriller. Et bah, j'ai pas mal ramené de livres, en fait, j'ai mis une photo sur Insta. Et voilà, j'ai pas mal ramené de livres. Vous verrez, et quand je ferai tout ranger dans ma bibliothèque, ça va être la grosse galère. Parce que j'ai plus de place. Donc on commence tout de suite. Alors, avec Jamais vu de Alastair Burke. C'est beaucoup des France Loisirs, voilà, c'est beaucoup des... J'aime beaucoup ces formats, parce qu'ils sont écrits grands, c'est des semi-poches, et voilà, j'aime vraiment beaucoup ces formats. Donc en plus, j'étais très contente, le fait que ce soit beaucoup, c'est pas encore des formats qui prennent trop de place dans les bibliothèques, et ça se dit bien, j'aime bien, moi, franchement, donc voilà. Alastair Burke, c'est un auteur qui me dit quelque chose de nom, mais voilà, c'est tout, je n'ai jamais lu. Et si vous perdiez le contrôle de votre vie? Pour Alice, victime d'un piège machiavélique, plus rien ne sera comme avant. Quand Drew Campbell propose à Alice le poste de directrice d'une galerie de Manhattan, la jeune femme croit rêver. Au chômage depuis 8 mois, elle saute sur l'occasion, trop beau pour être vrai. 2 jours après l'inauguration, elle découvre le lieu totalement vide. À ses pieds, Drew Campbell, mort. La police est formelle, son employeur ne s'est jamais appelé Campbell, et Alice est la première suspecte. Qui cherche à la piéger? Pourquoi? Qui était vraiment Campbell? Face à un ennemi au génie diabolique, Alice parviendra-t-elle à prouver son innocence? Voilà, donc ça c'est pour Jamais vu de Alastair Burke. Franchement, dites-moi, parce que bah, s'il y a des romans, s'il y a des auteurs que je dois lire avant les autres, parce que bah là clairement tout ce que je vous montre, ce sera pas lu tout de suite, parce que ben il y en a beaucoup trop. Je serais incapable d'avoir tout lu ça cette année, hein. Alors ensuite, voilà encore une belle édition France Loisirs, L'ombre de l'autre femme de Dorothy Thompson. Quand Libby rencontre Jack, elle croit vivre le plus grand bonheur de sa vie. Elle l'épouse 4 mois plus tard, mais à peine a-t-elle emménagé dans la grande demeure de son mari que son rêve tourne au cauchemar. Jack est obsédé par son ex-femme, décédée Eve, et son comportement est de plus en plus étrange. C'est alors que Libby découvre qu'Eve a peut-être été assassinée. Elle décide de tout faire pour savoir ce qui lui est arrivé, et si Libby était elle aussi en danger. Regardez-moi cette couve, en plus j'aime beaucoup, franchement elle est magnifique. Ça va être compliqué parce que je vais tous avoir envie de les lire. Et voilà. Alors là, regardez-moi la couve, franchement, j'adore. Et encore, j'ai vu la couve du poche, elle est encore beaucoup plus belle. Justice imminente de Julian Hoffman. Voilà, encore une édition France Loisirs. Hein. Il y en a beaucoup, je vous dis donc. Si vous aimez l'expertise judiciaire d'un Grisham, les enquêtes d'un Connelly, le suspense psychologique du Nick Carr, découvrez Gillian Hoffman. Voilà, bah, hein, ça en dit beaucoup. Chloé étudie le droit à New York. Un soir, elle est sauvagement agressée à son domicile. Elle en sort profondément traumatisée et décide de commencer une nouvelle vie. 12 ans plus tard, Chloé est devenue procureure en Floride. Elle a changé son nom et son physique pour se rendre moins reconnaissable, mais elle n'a pas oublié. Un jour, elle doit instruire le dossier d'un effroyable tueur et le passé ressurgit. Justice imminente est l'histoire d'une obsession et le portrait d'une femme à la fois fragile et forte. Voilà, mais j'avoue que oui, je vais tous avoir envie de les lire en même temps.
Ah, quand je les ai vus, je me suis dit, mais non, mais faut que j'en laisse là, faut que j'en ai laissé. Je vous rassure, j'en ai laissé. Il en restait dans les cartons, mais c'était compliqué parce que, bah voilà, beaucoup, je me suis dit, me font envie, et même si j'aime pas. Alors ici, c'est la petite fille en haut de l'escalier de Judith Kellman, quand la vie d'une jeune mère vire au cauchemar. Emma Colten, jeune artiste new-yorkaise, est une femme comblée. Son mari, Sam, est un brillant chirurgien, elle adore, tout comme son merveilleux petit garçon Tyler. Et elle attend son deuxième enfant. Quand l'éminent docteur Malik et sa famille emménagent au-dessus de chez eux, Emma va commencer sa descente aux enfers. Quels sont ces cris de fillettes étrangers venus d'en haut qui résonnent au cœur de la nuit? Est-ce cela qui perturbe Tyler au point de rendre son comportement si inquiétant? Et pourquoi Sam devient-il soudain si froid et si distant? Est-ce lié à la présence de Suzanne, la belle assistante du docteur Malik? Alors que l'existence sereine d'Emma se lézarde peu à peu, un drame brutal va tout faire voler en éclats. Voilà, mais j'avoue que ça fait envie, quoi. Alors celui-là aussi, voilà, coupable de Kieb Lawrence. Je suis... oui, tout est beau France Loisirs. Marie est une meurtrière, une psychopathe qui a massacré son petit ami, mais les apparences sont parfois trompeuses. Quand Marie se réveille un matin, elle découvre à ses côtés le cœur ensanglé de Patrick, l'homme qu'elle aime. La jeune femme ne se souvient de rien, mais les preuves sont là. Elle l'a lacéré au couteau, puis égorgé. Cette folie meurtrière, Marie, qui s'ouvre d'une terrible phobie, l'a tant de fois imaginée. Cette nuit-là, elle est passée à l'acte. Pourtant, une personne doute encore de sa culpabilité, son ex-mari. Alors que la jeune femme désormais internée est persuadée d'être une criminelle, ce dernier pourra-t-il prouver le contraire? Où est la vérité? Qui a tué Patrick? Voilà. Regardez-moi ça. Ouais, je sais pas, c'est bizarre ce prix là-haut. Mais bon, je le retirerai, c'est pas grave. Ah, ici on n'est qu'un roman de chez Goat Killer, voilà, ça change. Olivia Kernian, Les liens du sang, une enquête irlandaise du commissaire Frankie Sheehan. Je sais pas si c'est un premier tome, celui-là. Je sais pas du tout, j'avoue que je ne sais plus, j'ai vérifié, certains n'étaient pas des premiers tomes, j'ai hésité à les prendre. Et Clontarf, une petite station balnéaire proche de Dublin, 2 corps sont retrouvés dans l'église de la ville, sauvagement assassinés. Un double meurtre qui coïncide étrangement avec la sortie de prison de Sean Hennessy, condamné à 17 ans plus tôt pour le meurtre de ses parents alors qu'il était encore adolescent. Sean a toujours clamé son innocence, et c'est cette version des faits qu'il entend défendre dans un documentaire télévisé en préparation. Le commissaire Frankie Sheehan le pressent pour découvrir l'auteur du double meurtre de l'église et empêcher d'autres crimes. Il va lui falloir comprendre ce qui s'est véritablement passé voilà 17 ans. Et pour les mystères qui se relient entre eux, par-delà les années, les cadavres de Clontarf. Voilà. J'avoue que, bah voilà, c'est tentant aussi. Bah écoutez, je verrai si c'est une première enquête ou pas. Je suis curieuse. Et je vous en parlerai, je sais pas quand, parce que quand vous voyez tout ça, ensuite, les rendez-vous des anges de Myriam et Joseph G. Maël. Voilà, c'est chez Michel Lafon. Donc là, bon, on est encore une fois dans le thriller, écoutez. Hanté par la découverte du cadavre d'un jeune garçon anonyme, mort dans des circonstances troublantes, Myriam Gemayel n'hésite pas une seconde lorsqu'un infime détail sur une scène d'incendie criminel lui donne l'espoir de découvrir la vérité. Elle décide, quoi qu'il lui en coûte, de mener l'enquête. Avec l'appui de son mari, le médecin légiste Joseph Gemayel, elle remonte la piste d'un trafic de drogue aux ramifications assez sordides que tentaculaires. Pour mener à bien cette enquête éprouvante et rester solide face à l'horreur de ce qu'ils mettent au jour, Myriam et Joseph devront compter sur leur ténacité et la force de leur couple. Voilà, mais encore une fois, hein. Ouais. J'avoue que je suis vraiment curieuse. Alors le suivant, je suis curieuse de le lire, mais je vais découvrir dans l'ordre et je vais me procurer d'abord. Donc ça, c'est Un automne à River Falls. Vous verrez bientôt, vous aurez vu
Non, vous verrez bientôt. Noël à River Falls, mais on commence par 7 jours à River Falls. Donc voilà, il faudrait que j'essaye de me procurer 7 jours à River Falls. Bah là j'en ai profité. Alexio Bank, voilà, c'était gratuit. Voilà, j'ai envie de retenter l'expérience et de lire l'auteur, donc parce que le manoir, voilà, j'avais pas été super hypée, au contraire, j'avais vraiment été mitigée. Et on m'a dit il faut lire sa saga River Falls. Donc ben comme celui-là il était gratuit, je me suis dit ben je vais en profiter, hein. Et je vais essayer de me procurer 7 jours. Là je vous lis pas, voilà, du coup je vous lis pas le résumé parce que je sais pas si ça peut me spoiler 7 jours à River Falls ou pas. Donc voilà, je vous montre juste un automne à River Falls d'Alexio Bank et Noël à River Falls qui va arriver aussi, donc pas aujourd'hui, hein, pas dans ce book haul, mais je l'ai pris. Alors ensuite donc nous avons La Tuile du Mal de Jörg Kastner. Amsterdam 1671, alors que les Pays-Bas se remettent tout juste de la fièvre de la tulipe, la ville est en émoi. Un meurtrier s'attaque à de respectables citoyens, laissant dans les mains de ses victimes une pétale de tulipe d'une variété aussi splendide qu'inconnue. Chargé de l'enquête, l'inspecteur Jeremiah Catoen fréquente des spécialistes de la tulipe qui le mettent sur la piste d'un spécimen extrêmement rare et dangereux, volé jadis dans l'Empire ottoman, une plante démoniaque aux couleurs fascinantes dont nul ne s'est encore rapproché impunément. Avec l'aide d'un petit orphelin qui lui est dévoué corps et âme et d'une jeune femme maniant étonnamment bien à l'âme, l'inspecteur s'introduit dans un étrange cercle au péril de sa vie. Voilà. Cette histoire de tulipe m'intrigue énormément aussi. Voilà, on a fini un sac. Il y en a encore 3 après, hein. Alors ensuite, on est voilà chez Seuil Policier, le concierge Herbert Lieberman. Si, au cœur de New York, le Parker Regency Hotel accueille depuis des années les clients les plus riches et huppés de la planète, ceux auxquels on ne refuse aucun passe-droit. Roger Paladine, grand patron du service à conciergerie, le sait et y veille. Il ne faudrait pas que, froissé, l'habitué s'imagine aller ailleurs. Mais que faire lorsqu'après avoir fermé les yeux, on se retrouve embrigué dans quelque chose qui ressemble beaucoup à un meurtre? Tel est le problème auquel Roger Paladine, le brillant, le subtil concierge du parc à Regency, est confronté lorsque le comte Gobbo est retrouvé pendu dans la cave des hôtels. Voilà. Celui-là, il est un peu plus gros, enfin un peu plus grand. J'avais dit que je prenais plus de grand format, mais quand c'est donné, ben c'est compliqué. Voilà. Bon, on va passer à un autre sac, hein. On va passer au deuxième sac. Je me demande si on va pouvoir faire les 4 sacs en une vidéo. Ah, ici c'est un sac de poche, donc voilà, c'est déjà, ça prendra un peu moins de place. Alors ici on a donc Christian Léman, Nos Passaral le jeu. Donc là je pense que c'est un livre de l'école des loisirs, si je me trompe pas. Je peux me tromper, mais il me semble, oui c'est ça. Thierry et Eric n'avaient jamais fait attention à cet insigne sur le blouson de leur copain Andreas. Une décoration métallique parmi beaucoup d'autres, jusqu'au jour où, dans une boutique de jeux, le vendeur avait pointé l'index vers l'insigne. C'était un vieil homme, il s'était mis à crier, livide. Ensuite, il leur avait donné le jeu. En fait, il leur avait ordonné d'y jouer. Il n'y avait rien sur la boîte, à l'intérieur, une simple disquette, même pas un CD-ROM. Et pourtant, ce qu'ils voyaient sur l'écran de l'ordinateur ne ressemblait à rien de ce qu'ils auraient osé imaginer. Choisissez votre mode de jeu, dit la voix, mais il ne s'agissait pas vraiment d'un jeu, il s'agissait plutôt d'un passeport pour l'enfer. Voilà, ben j'avoue que il est tentant aussi, hein. Et hop là, je vais en sortir plusieurs. Alors voilà, des auteurs que voilà, j'avais envie d'avoir dans ma palle et que je n'avais pas, voilà, donc ça fait aussi plaisir. Michael Crichton, La Proie. Voilà. Je ne vais pas vous lire le résumé parce que voilà, c'est Michael Crichton. J'ai envie de découvrir. Bon, il était offert à la chaîne de Pocket à l'époque. Mais voilà, je suis curieuse. C'est un auteur que j'ai envie de découvrir.
que Bullish Bookish m'a donné envie de découvrir, donc voilà. J'étais contente quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, c'est super Michael Crichton. Je sais pas si vous connaissez, mais j'ai pas trop envie d'en savoir. Alors ensuite, Patricia Cornwell, une enquête de Scarpetta, Havre des Morts. Bah pareil, c'est voilà, j'en ai plusieurs, mais j'ai pas le tome 1. Je voudrais avoir la première enquête de Scarpetta pour pouvoir vraiment commencer à lire donc les Scarpetta que j'ai. Donc voilà, pour l'instant, ben, je ne lis pas de résumé, je ne veux pas savoir. Je sais que voilà, c'est toutes des enquêtes indépendantes, mais je me dis, il y a peut-être des fois des petits éléments qui font que, donc voilà, j'ai pas envie de savoir. Alors ensuite, si on est avec Arnie Thorarinson, Le temps de la sorcière. Muté dans le nord de l'Islande, Einar, le sarcastique reporter du journal du soir, se meurt d'ennui, d'autant qu'il ne boit plus une goutte d'alcool. Tout ceci deviendrait vite monotone si ce n'était ces étranges faits divers qui semblent se multiplier. Un étudiant disparaît, des adolescents se suicident, Einar voit d'un autre œil cette micro-société gangrénée par la corruption et la drogue. Je vois qu'il y en a deux autres, mais je ne sais pas s'ils sont en rapport avec celui-là ou pas. Je ne connais pas du tout l'auteur, je ne sais pas si vous connaissez, dites-moi. Alors voilà, Michael Marshall. Michael Marshall, j'avais déjà entendu le nom, mais voilà, je crois pas, j'en ai dans ma palle, ça me dit rien. Ça me dit rien au niveau de la palle. Les hommes de paille. Ouais, Stephen King a beau dire que c'est hors norme, terrifiant, un véritable chef-d'œuvre. Je le lirai, on verra. Mercredi 30 octobre 1991, 12h53, dans un fast-food de Palmerston, en Pennsylvanie, une femme hurle. Deux jeunes hommes vêtus de longs manteaux et armés de fusils semi-automatiques abattent 68 personnes. Wow. Avant de prendre la fuite, ils écrivent en lettres de sang les hommes de paille. 11 ans plus tard, à Santa Monica, Californie, une adolescente, Sarah Baker, est kidnappée. Le serial killer que le FBI a surnommé l'homme debout a encore frappé. À Dyersburg, dans le Montana, Donald et Beth Hopkins trouvent la mort dans un accident de voiture. Ward, leur fils, est incapable d'envisager la réalité de leur disparition, d'autant qu'il découvre un message caché dans les fauteuils de son père. Nous ne sommes pas morts. 3 faits divers, 3 énigmes dont la clé est enfouie sous une chape de plomb. J'avoue que ça a l'air super intriguant aussi, ça fait super envie. Voilà. Mais par lequel je vais commencer dans tout ça, sérieusement, vous vous rendez pas compte, moi? Comment je peux faire pour choisir par lequel je vais commencer? Ils me font tous envie. Extrême urgence de Michael Crichton, voilà, j'ai pas trop envie d'en savoir non plus. C'est vraiment un auteur qui attire ma curiosité, que je vais pas tarder à découvrir. Surtout la couverture, elle me fait super envie, elle a l'air vraiment tentante. Donc... c'est une enquête chirurgicale apparemment. Donc voilà. Je suis curieuse, pareil, dites-moi hein, si vous avez déjà lu Michael Crichton. Alors ensuite, Linus Barclay, j'en ai quelques-uns aussi. Voilà, je n'avais pas celui-là, Les voisins d'à côté. Donc je suis ravie de l'avoir eu dedans, parce que voilà, c'est un que je n'avais pas, donc... Jusqu'à quel point connaît-on ses voisins? La petite ville de Promise Falls est sur le choc. Les Langley ont été cruellement assassinés. Seul témoin du drame, Derek Cutter, 17 ans, qui a profité de l'absence de ses voisins pour occuper la maison avec sa petite amie. Déjà connu pour de petits méfaits, il est le coupable parfait aux yeux du voisinage. Son père, persuadé de son innocence, se lance dans une enquête haletante qui va mettre au jour de sombres révélations sur les habitants de la petite ville en apparence si paisible. Tout le monde a un secret à cacher. Ouais. C'est tellement tentant. Alors ici on est donc chez Robert Laffont avec Richard Yates, la fenêtre panoramique plutôt, oui. April et Frank Weller forment un jeune ménage américain comme il y en a tant. Ils s'efforcent de voir la vie à travers la fenêtre panoramique du pavillon qu'ils ont fait construire dans la banlieue new-yorkaise. Frank prend chaque jour le train pour être travailler à New York dans le service de publicité.
d'une grande entreprise de machines électroniques. Mais comme April, il se persuade qu'il est différent de tous ces petits bourgeois au milieu desquels ils sont obligés de vivre. Certains qu'un jour leur vie changera. Pourtant les années passent sans leur apporter la satisfaction d'orgueil qu'ils espéraient. S'aiment-ils vraiment? Jouent-ils à s'aimer? Se haïssent-ils sans se l'avouer? Quand leur échec social devient évident, le drame éclate. Voilà, c'est encore une fois un roman qui me tente pas mal. Alors ici on a Cleat Child, les caves de la Maison Blanche. Voilà, c'est une aventure de Jack Reacher. Donc je sais pas si c'est la première ou pas. J'avoue qu'après ça c'est tous des trucs que je vais vérifier. Voilà, je les ai pas encore mis sur Livre Addict tout cela parce que je les ai pas ressortis des sacs depuis hier au fait. Donc videur dans un club de jazz de Chicago, l'ex-marine Jack Reacher croyait avoir tiré un trait sur son passé de commando d'élite. Jusqu'à ce fameux jour où notre héros croise malencontreusement la route de Holly Johnson, une jeune et jolie recrue du FBI, accessoirement fille d'un général d'état-major et filleule du président des États-Unis. Pris en otage par 3 malfrats particulièrement musclés, Holly et Richard se retrouvent embarqués, pieds et poings liés, à bord d'une fourgonnette. C'est le début d'un road movie imprévisible, sanglant et frénétique qui va les conduire jusqu'au Montana, où un groupuscule d'extrême droite mené par Bob Orken, leader obèse, machiavélique et tortionnaire, rêve d'indépendance et de suprématie blanche, au risque de plonger l'Amérique dans le chaos. Ouais, c'est super tentant encore une fois. Ah, il faut qu'une fois je boive une goutte, je sais plus parler là, plus de gorge. Alors, le suivant, on est avec Barbara Parker, Traîtrise et trahison. J'adore cette couverture avec la balançoire et puis la couverture un peu automnale comme ça. Vous pensez enfin avoir la vie que vous méritez, un travail passionnant, un futur mari charmant, une belle maison, une fille avec qui vous entendez à merveille, seul ombre au tableau, quelqu'un vous en veut. Quand Gail Connor reçoit des appels anonymes lui annonçant une mort certaine, elle refuse de se laisser gagner par la peur. Mais quand sa fille Karen devient elle aussi l'objet de ses menaces, elle cède à la panique. Comment ne pas sombrer dans la paranoïa? Sur qui dans son entourage peut-elle compter? Et comment lutter contre un adversaire qu'elle ne peut identifier? D'autant plus que cet inconnu semble très bien la connaître. Voilà. Ça fait super envie. Je vais sortir le reste des poches. Le reste de tous ces poches, voilà. Je pense qu'il y en a encore un peu des poches après, mais pas... Alors, Printemps rouge à Lille. Je sais pas si je l'avais. Peut-être qu'il n'était pas dans ma liste Livre Addict. Donc, dans le doute, je l'ai pris de Estelle et Richard Boucher. Ça me dit quelque chose, finaliste du concours 100%. Voilà, ça me dit quelque chose. Et voilà tout ce qu'on sait, donc c'est que ça se passe à Lille. Que Claude est psychotique, qu'il vit dans un monde, entend des voix et parle aux arbres. Il n'est pas méchant, il ne ferait pas du mal à une mouche. Pourtant, lorsque les clients du centre de relaxation tenus par sa mère meurent les unes après les autres, la police commence à s'intéresser à son cas, forcément. Voilà, il y en avait qu'un des polars en or, je sais pas, faudra que je vérifie si je l'ai ou pas. Si je l'avais, ben c'est pas grave, j'irai remettre dans une boîte à livres et puis voilà. Ensuite un petit Nissy French, voilà, dans la peau. Je vous lis pas la 4e de couverture, voilà, parce que Nissy French est connu et que voilà, ça commence à Laurence Calaise, le baiser de Jason. Voilà, j'ai jamais eu Laurence Calaise, j'en ai entendu parler, voilà, c'est un nom qui me parle, mais j'en ai jamais lu, donc voilà, je suis aussi curieuse de découvrir. Apparemment ça se passe à la brigade des stupes avec une drogue qui s'appelle la Grande Bleue et qui vient de faire une nouvelle victime, donc voilà, ça donne très envie aussi. Je verrai Laurence Calaise, j'avoue que c'est un auteur qui me fait envie. Amy Gutman, anniversaire fatal. Je ne connais pas du tout, encore une fois. 3 femmes, l'héritage d'un tueur en série, l'écrivain devenu célèbre en racontant ses crimes, l'avocate qui n'a pu sauver sa tête, la petite amie hantée par les remords et qui n'a jamais pu affronter la vérité.
3 femmes qui pensent ne plus rien avoir à redouter du monstre, sa violence, sa folie, ses menaces. Mais aujourd'hui, 5e anniversaire de sa mort, toutes 3 ont reçu un message étrange et découvert qu'elles ne sont plus à l'abri. La terreur a recommencé. Ah bah j'avoue que voilà. Voilà quoi. C'est tentant. Jack Miller est un nom aussi qui me dit quelque chose. Voilà, Les Infâmes. J'avoue que la couverture est assez belle, c'est un GU thriller. Et j'en vois pas beaucoup des GU thrillers, je trouve. Donc Les Infâmes. On est dans le Kentucky, apparemment, voilà, c'est pas compliqué à savoir. Hein. Freedom Oliver, alcoolique et suicidaire, a passé 18 ans à se cacher dans une petite ville de l'Oregon, sous protection du FBI. Hantée par son passé douloureux et la mort brutale de son mari, elle souffre d'avoir abandonné ses 2 enfants pour échapper à la vengeance de son beau-frère. En apprenant la disparition de sa fille Rebecca, élevée par un pasteur aux croyances radicales, elle part avec l'énergie du désespoir pour le Kentucky. Après tant d'années à se cacher, quitter l'anonymat, c'est laisser à son bourreau l'occasion de la retrouver et de se venger. Voilà, ça fait envie aussi, je pense que Michael Oliver, j'en avais déjà un dans ma page, je l'ai toujours pas lu. Mais voilà, ben, je l'ai pris parce que ça faisait envie. L'inhumaine nuit des nuits. Peur sur la ville, peur dans la nuit. À Toulouse, une série de meurtres non élucidés met le milieu de la prostitution clandestine à feu et à sang. Les victimes sont des filles en situation irrégulière. Proie idéale pour un détraqué. Face à l'opacité des réseaux et la puissance de leurs ramifications à travers l'Europe, le flic chargé de l'enquête n'a d'autre issue que de plonger dans l'inhumaine nuit des nuits, celle où ne règnent que les tueurs, les trafiquants de chair humaine et les filles paumées que l'effondrement du communisme et l'ouverture des frontières ont transformées en marchandises. Voilà, j'avoue, ce que vous voulez, je suis tentée aussi. Hein. Y a rien à faire. Alors celui-là, je l'ai pris aussi, Val McDermid, voilà. Châtiment, une enquête de Carol Jordan et Tony Hills. Je sais pas si c'est un premier tome, mais toujours est-il que voilà, Val McDermid, j'entends beaucoup parler, donc c'est une femme apparemment, c'est une autrice, je pensais que c'était un homme, excusez-moi. Parmi tous les criminels que le profiler Tony Hills a mis derrière les barreaux, il en est un qui a particulièrement influencé sa vie et sa carrière. Un tueur en série plus diabolique que les autres, un sadique qui a assassiné 17 adolescentes. Jaco Vance, manipulateur hors pair, ce dernier est parvenu à s'évader de prison et se volatiliser dans la nature. Il est prêt à tout pour prendre sa revanche sur Tony et sur l'inspectrice Carol Jordan. Le tandem est à l'affût, car tous les deux connaissent la cruauté de Vance et sa détermination sans faille. Voilà, on verra bien. Alors, Sarah Vaughan plutôt, Anatomie d'un scandale, j'étais très contente de le trouver aussi. On en a parlé beaucoup. Je ne vais pas vous lire la 4e de couverture parce que voilà, de toute façon, je crois que vous connaissez et il y a des étiquettes dessus. Donc ce sera un peu plus compliqué. Mais je pense que Anatomie d'un scandale de Sarah Vaughan, on en a pas mal parlé. Donc voilà. Hergé, Laurie, les anonymes. J'avais lu Seul le silence, j'avais été assez mitigée. Voilà, je me suis dit c'est l'occasion de vous laisser une seconde chance. Je pense que Hergé et Laurie est très connu aussi. Hein, je ne dois plus en parler non plus. Voilà, il y a des auteurs plus connus, il y a des auteurs moins connus. Peut-être qu'il y a des auteurs qui sont bien connus, mais que moi je ne connais pas. Ça, c'est aussi une possibilité. Bon, on va continuer avec un autre sac, le 3e sac. Le 3e et avant-dernier sac. Je sais pas où je vais mettre tous ces livres, parce que mon Dieu, c'est la catastrophe. Alors, Le voleur de mort de Tess Sercitten. Donc ici, on est de nos jours, où une femme découvre un squelette dans son jardin. 1830 à Boston, le faucheur, un tueur en série, terrorise la population. Une passionnante enquête à cheval sur 2 époques, un formidable suspense. Ouais, je veux pas en savoir plus au fait. Hein. Je pense savoir plus, ça me suffit. Alors ensuite, ça doit être vraiment un roman plus ancien.
La lame du scalpel, voilà, de Francis Roux. Jeune chirurgien ambitieux, Mike Richmond a été recruté par un prestigieux cabinet médical du Connecticut, mais très vite il se sent mal à l'aise parmi ses collègues préoccupés, surtout de s'enrichir. Une patiente a failli mourir suite à une grossière erreur de diagnostic. Une autre meurt de façon inexpliquée. À vouloir découvrir la vérité, Mike va risquer sa vie. Voilà, donc la femme au scalpel de Francis Roux. Puis ici, vous allez me voir, vous allez plus me voir, vous allez voir que les livres. Alors, Bombix de Anne Rambach. Voilà, j'avoue que ça me tentait pas mal aussi. C'est encore des livres, le club. Pour posséder le secret des roses bleues, la mort est le moindre prix à payer. Ah, peut-être que celui-là, je pourrais le faire lire. C'est ce que je me faisais penser, que peut-être que je pourrais le mettre dans les télévisions en Asie. On est dans les bas-fonds du quartier chinois, aux coulisses du pouvoir, un thriller à haut risque sur fond d'espionnage industriel et de bioterrorisme où s'affrontent triade, mafia russe et services secrets internationaux sur la piste de un secret très toxique. Menaces, disparition de témoins, manipulation, mensonges état au cœur du suspense. Une jeune journaliste d'investigation entraînée dans l'enquête la plus dangereuse de sa vie. Peut-être que, voilà, en fonction, je pourrais le mettre dans les télévisions l'Asie, qui sait. Ensuite, Un animal à vie, voilà, de Brigitte Kernel. Ça me dit quelque chose aussi, le nom de l'autrice, donc voilà. L'animatrice vedette d'une émission Radio Psy est harcelée par une mystérieuse auditrice qui semble tout savoir d'elle. Son assistante ne s'inquiète pas outre mesure, jusqu'au jour où un corps atrocement mutilé est découvert dans un studio. Un excellent thriller psychologique qui nous entraîne dans les coulisses d'une grande station radio française. Et c'est tentant, hein, franchement. Tu es si jolie ce soir de Caroline Thompson, voilà. Deborah Robinson habite avec son mari et d'adorables jumeaux une jolie maison dans une petite ville des États-Unis. C'est une vie de rêve jusqu'au jour où Steve, son mari, disparaît sans laisser de traces. Depuis quelques jours, Steve était anxieux et se plaignait de son travail, mais Deborah n'était pas convaincue. Que lui est-il arrivé? Deborah a peur, plusieurs femmes ont été assassinées dans la région. Rongée par le doute, Deborah enquête sur le passé de son mari, les zones d'ombre qu'elle découvre la terrifie. Connaît-elle vraiment celui qu'elle a épousé? Et que veut donc cet homme qui rôde autour de sa maison? Ah, c'est tentant. Ensuite, encore un petit Nitty French, voilà, jeu de dupes. Je vous en parle pas, hein, parce que... Attendez. Le Nitty French que j'avais en poche, c'était quoi? Ah, dans la peau. Je me dis, c'est pas le même quand même. Je me suis pas fait le coup de prendre le poche et le grand format. Non. Bah, Nitty French, vous connaissez, hein, voilà, je vous en parle pas plus que ça. Alors ensuite, voilà, disparition programmée de Roland Smith. J'ai été soumis au dispositif de protection des témoins. En termes clairs, nouvelle identité, nouvelle maison, nouvelle école, et plus aucun contact avec mes anciens amis. Définitivement, désormais, je n'ai plus de passé et rien ne dit que j'ai un avenir. Ouais, ça donne envie aussi. J'avoue que je suis curieuse. C'était gratuit, alors que voulez-vous? Je me suis servi, moi. Hein. Bah, je vais ressortir un peu du sac là. Je vais sortir tout le sac comme ça. Ouais, vous avez pu me voir, hein, vous avez pu me voir. Alors, nous sommes Athéna de Shamim Sarif. Ce livre, je l'avais déjà vu, je ne sais plus pourquoi. Il y avait quelqu'un qui en avait parlé, il m'avait intrigué. Et j'avoue que bah, voilà, j'étais contente de le trouver. Donc Athéna est une organisation clandestine en majorité féminine, fondée et dirigée par 3 femmes. Peggy, une diplomate, Kit, une ancienne rockstar, Ellie, une magicienne des nouvelles technologies. Son objectif, la lutte pour les droits de la femme à travers le monde. Par tous les moyens. Un des agents phares d'Athéna, Jessie, est de retour d'Afrique de l'Ouest où elle a participé à la libération d'une 50aine de femmes retenues en otage par un leader terroriste. Sa nouvelle destination, la Serbie, sa mission se débarrasser d'un mafieux à la tête d'un vaste trafic d'humains. Ouais, voilà.
Alors ensuite, nous avons un mortalité de Molly Katz. Bah ouais, c'est du franc loisir. Hein. La vie d'Hélène et de son mari est presque parfaite jusqu'à ce soir du juillet où un chauffard va tout faire voler en éclats. Il renverse leur fils unique de 2 ans qui meurt à l'hôpital. La mère a reconnu l'assassin qui a pris le fuite. Il s'agit d'un policier, Peter Pallas. Ouais, voilà. Je pense que je vais mettre ceux-là là parce que sinon on va plus s'en sortir. Vertige de Russell Andrews, voilà. La vie de Jack a été ponctuée de drames étranges. À 11 ans, il a vu sa mère se faire jeter dans le vide du haut de son bureau du 17e étage plutôt. Adulte, il est devenu père à la suite de la mort violente et d'un ami dont il a adopté le fils qui d'un jeune adolescent. Tout cela serait acceptable si on pouvait oublier ce qui suit. Peu après le départ de Kit, Jack est gravement blessé et sa femme est abattue par un homme masqué. Ouais, voilà, hein. Alors là, bah, d'office, bah, Lisa Jackson, voilà, elle est disparue de la nuit. Je l'ai pris, je sais plus de quelle saga elle fait partie, mais toujours est-il que Lisa Jackson, j'ai décidé de tous me les procurer et de les recommencer du début à la fin. Donc, c'est une autrice que j'aime beaucoup, qui a très longtemps que je n'ai plus lu, mais dont j'ai déjà lu pas mal de livres avant d'avoir la chaîne, voilà. Et je suis ravie qu'il faille en faire partie. La femme qui en savait trop de Tom Ball plutôt, Tom Sall. Dans le petit village où Julia vient d'arriver pour vider la maison de ses parents après leur décès, c'est le chaos. Un tireur pris de folie meurtrière est en train d'abattre tous les habitants. Résultat, 14 morts. Julia est l'une des rares survivantes. Pour la police, bien que sous le choc, l'affaire est close, l'assassin se serait suicidé. Mais Julia connaît la vérité, elle a vu le deuxième tueur, seulement personne ne veut la croire. Et surtout, maintenant, lui aussi sait que Julia existe. C'est tentant, encore une fois. Ah ouais, j'étais à fond dedans hier, à regarder dans tous ces cartons. Bah, mais ce soleil s'est barré, voilà, c'est tout noir, hein. Alors, on continue donc avec Beverly Barton, Au-delà du mensonge. Adolescente, Julie Desmond était la petite princesse de la plantation Belle Rose, jusqu'au jour tragique où elle a surpris son père dans les bras de Karine Devro et découvert le corps sans vie de sa mère et de sa tante. 2 décennies plus tard, l'affaire est classée. Julie a fui et coupé les ponts depuis le remariage de son père avec Karine. Lorsque ce dernier meurt, c'est avec appréhension qu'elle retourne dans la vie de son enfance. Supportera-t-elle de revoir sa belle-mère et surtout son fils, Max, qu'elle soupçonne d'avoir commis le double meurtre? Ouais, désolé, celui-là j'ai du mal, mais franchement, c'est vraiment écrit noir sur bleu et c'est vraiment mal. Franchement, ils auraient pu choisir une autre couleur pour l'écriture de la 4e parce que sérieusement, c'est très illisible. Alors ensuite on est avec Échange fatal de Siobhan McDonald. Voilà, j'aime bien la couverture encore. De part et d'autre de l'océan, un simple échange de maison tourne au drame. Pour les vacances de la Toussaint, Kat et Hazel décident d'échanger leur domicile. La première est irlandaise et pense que les vacances feront le plus grand bien à sa famille qui vit des moments difficiles. La seconde vit à New York mais rêve de retourner sur la terre de son enfance irlandaise avec son mari et ses 2 enfants, pour tourner à page après l'agression dont elle a été victime. Mais on est loin des vacances idylliques. Le mari de Kate se montre étrangement distant, et Hazel a la désagréable impression d'être observée. Bientôt, l'une d'eux est retrouvée morte, mais laquelle est visée? Voilà, échange fatal. Hein. Je connais pas non plus. C'est plein d'auteurs que je connais pas. Ici aussi, on est dans un vieux format. Michael Robotham, le suspect. Joseph O'Longlin est psychologue, clinicien reconnu, ignorait qu'en traçant le portrait psychologique d'une jeune femme mutilée et tuée pour aider la police, il allait se retrouver lancé dans une spirale infernale. Peu après, les soupçons pèsent sur lui. Cette femme, il l'avait connue des années auparavant. Dans d'étranges circonstances, elle avait failli ruiner sa carrière. Au fil des jours, les preuves s'accumulent contre Joseph. Parviendra-t-il à trouver son chemin dans ce dangereux labyrinthe qui semble vouloir se refermer sur lui et sur les siens?
Voilà, le suspect de Michael Robotham. Encore un petit France Loisir, hein, ouais, bah oui, bien sûr. La nuit de l'archange, Julie Gartempe. Noir comme l'enfer du viol, de l'inceste, de l'effroyable emprise d'un père sur son enfant, rouge comme le sang de l'innocente, comme la colère de la femme qu'elle est devenue, blême enfin comme sa terreur à l'heure de l'ultime affrontement de son premier roman insoutenable, on ne sortira pas indemne. Voilà, c'est tout ce qu'on nous dit, hein, c'est très vague. C'est très vague, c'est tout ce qu'on nous dit. Ensuite, voilà un sonatine, rien que pour moi de J.L. Butler. Une aventure amoureuse et le piège se referme. Tout commence par un conte de fées. Avocate à Londres, Francine Day tombe folle amoureuse de son nouveau client. Martin, un banquier d'affaires qu'il a engagé pour s'occuper de son divorce. L'attraction est réciproque, c'est le début d'une aventure clandestine. Mais lorsque Francine embauche un détective privé pour suivre Donna, la femme de Martin, afin de préparer son dossier, elle s'aperçoit que son amant ne lui dit pas toute la vérité. Désespérée, elle décide un soir d'aller espionner le couple au domicile conjugal. Le lendemain, elle apprend que Donna a disparu pendant la nuit et que Martin fait figure de suspect aux yeux de la police. Bientôt, l'étau se referme sur Francine, qui est la dernière à avoir vu Donna vivante. Voilà. On verra ce que ça donne encore une fois. Écoutez, hein. Bon. On va aller dans le dernier sac. Ouais. On va aller dans le dernier sac. Je pense que ce boucol fera presque 1 heure. Mais voilà. J'ai bien fait de faire le boucol en 2 fois. De faire celui-là, celui-ci et puis celui de mes achats. Parce que sinon je pense que ça aurait été trop long. Voilà, vous allez encore me voir, vous inquiétez pas. Ouais, ces deux, je peux les mettre là. Alors, on continue avec Brian Freeman, le voyeur. Les yeux du diable noir, les yeux du diable voient dans le noir. Par une belle soirée, ce 4 juillet 1977, Laura Starr, âgée de 18 ans, et sa jeune sœur de 17 ans, Cindy, se promènent dans un parc au bord du lac. La cadette a rendez-vous avec Johnny, Jonathan Stride, son petit ami. Ils retrouvent les 2 jeunes femmes au bord de l'eau, après un match de baseball. Johnny a une idée en tête, faire l'amour pour la première fois avec Cindy. Se sentant de trop et n'ayant aucune envie de s'immiscer dans l'intimité de 2 amoureux, Laura décide de rentrer et s'enfonce dans la forêt en empruntant un petit chemin. Quelques heures plus tard, Cindy rentre au domicile familial et réalise que sa sœur est absente. Une inquiétude l'envahit. En effet, Laura reçoit depuis des mois des lettres menaçantes à forte connotation sexuelle. Elle retourne au lac et découvre la dépouille ensanglantée de sa sœur. Près d'elle, la batte de baseball de Peter Stanhope, un prétendant conduit de Laura. 30 ans plus tard, Jonathan Stride reprend l'enquête. Voilà, bah écoutez, hein, ça fait aussi super envie, voilà. Alors ici, donc c'est Marie Talva et Axel Laloux à corps perdu chez Plon. 10 ans qu'Arsène et Pauline ne se sont pas vus, il a quitté la police de terrain pour les bureaux causus de l'état-major. Elle l'a quitté pour refaire sa vie dans un petit confort bourgeois. 10 ans, c'est aussi l'âge de Gabriel, le fils de Pauline. Lorsque ce dernier est kidnappé en plein Paris par des hommes cagoulés, leur vie bascule. Confrontés aux fantômes du passé, les anciens amants vont devoir unir leurs forces dans un cauchemar où chaque personne compte. 2 personnes, 2 points de vue croisés. Voilà. Alors ici, encore un France Loisir. Je ne t'oublierai pas, de Sophie Mackenzie. Une mère à la recherche de son enfant se retrouve au cœur d'un terrifiant secret de famille. J'avoue que j'ai pas envie d'en savoir plus. Ça me fait super envie. Le soleil, il est parti, hein, vous voyez pas bien quand il est là, vous voyez pas bien quand il est parti. Mémoire d'une nuit d'orage de Nancy Picard. Donc voilà, c'est encore une fois du France Loisir, hein. Par une nuit d'orage, le destin d'une petite fille et de 2 familles vont en éclat. 23 ans plus tard, les fantômes et les secrets du passé ressurgissent.
pourquoi j'ai l'impression que je vous ai déjà montré ce roman. Il était quand même pas 2 fois dans les cartons. La personne n'aurait quand même pas acheté 2 fois et mis 2 fois dans les cartons. On dirait moi. On dirait moi. Et si je l'ai pris 2 fois, ben c'est moi qui peux me cacher. Conversation criminelle de Evan Hunter. Voilà, je sais, ce roman il est très très gros. Je sais qu'il va prendre de la place dans ma bibliothèque, donc je pense que je vais le lire et qu'il repartira aussi vite dans une boîte à livres, sauf si vraiment j'aime beaucoup. Mais je pense que, vu sa taille, un magistrat, un criminel, un époux, un amant, 2 hommes doublement ennemis. Entre eux, Sarah, mère de famille le soir, maîtresse l'après-midi, professeure dans l'université de New York le reste du temps. Sarah vit la passion de l'adultère, mais elle ignore le secret de la chambre où elle trouve jour après jour le plaisir. Alors que son amant est à la tête d'un trafic de drogue, son mari enquête sur celui-ci, et la chambre est truffée de micros. Lorsqu'elle le découvrira, il sera trop tard. Ah, j'adore. Ah, j'adore, mon Dieu. J'adore ce genre de 4e. Une femme en danger de James Elliott. C'est encore une fois le club. Pour Nicole, ancien homme modèle, réduite à vivre provisoirement de ses charmes à la suite d'une épreuve cruelle, tout s'effondre. Une nuit où elle assiste de la terrasse d'un appartement de Manhattan à un meurtre sans pitié. Dès lors commence pour elle un véritable cauchemar, poursuivi à la fois par la police qui la veut comme témoin à charge, et par la mafia qui a décidé de l'éliminer coûte que coûte. Elle fait face avec un cran décuplé par une indestructible volonté de vivre. Mais New York se révèle bientôt un piège inexorable. Malgré la protection rapprochée d'un policier atypique chargé nuit et jour de veiller sur elle, il lui faut fuir. Traquée comme une bête, toute griffe dehors, elle rend coup pour coup le déferlement meurtrier qui l'assaille. Tendue de toute son énergie vers une hypothétique planche de salut à laquelle elle stoppe s'il ne croit irréductiblement. Voilà. On verra ce que ça donne. Hein. Pareil. Linda Castillo, c'est un nom qui me dit quelque chose aussi. Le serment du silence. Kat est shérif d'une petite ville de l'Ohio, au sein d'une communauté amish où une jeune fille vient d'être égorgée après avoir été torturée et mutilée. La signature du crime lance la police sur les traces d'un serial killer, Daniel Lab. Cependant, 16 ans auparavant, Kat a survécu à l'attaque de ce psychopathe et après l'avoir tué et enterré le corps avec la complicité de sa famille. D'autres crimes sont commis et Kate se jure d'arrêter le tueur avant qu'il frappe de nouveau, mais pour ce faire, elle doit trahir sa famille et son passé et mettre à jour un sombre secret. Voilà. J'aime bien la couverture et ça me rend intriguant. Ça m'intrigue encore une fois, ça me rend intriguant. Ça me rend intriguée plutôt, hein. Alors ensuite, on est bientôt à la fin. Oui, je vous rassure. Transparence d'Ayerdal, voilà. Ayerdal est un auteur que voilà, qui me faisait envie aussi. Et ben je me suis dit, c'est le moment, voilà. Jeune femme sans type défini, utilisant arme blanche ou détournant de sa fonction usuelle un objet quelconque, réagissant à ce qu'elle considère comme une agression à connotation sexuelle ou à une autre atteinte à sa liberté. L'acte violent est toujours spontané, bref et extrêmement performant. Elle disparaît ensuite sans laisser de traces. Les témoignages sont toujours contradictoires. Personne n'est capable d'en faire une description précise. Il n'y a jamais ni empreinte, ni cheveux et aucun enregistrement audio ou vidéo exploitable. Voilà, ça c'est pour Transparence de Ayerdal. Un petit Robin Cook, Erreur fatale. Je veux même pas lire, je sais que je l'avais pas. Voilà, Robin Cook, vous savez que voilà, j'ai déjà dit plusieurs fois que j'ai très envie de tous les redécouvrir. J'en ai pas mal dans ma palle, que j'ai déjà lu certains, mais que j'ai envie de redécouvrir. Voilà, c'est un auteur que j'ai envie de. Donc je l'ai pris. L'enfant dans la valise de Len Caberbol et Agnette Fries. Voilà, donc, encore une fois, un petit garçon caché dans une valise et une femme lancée malgré elle dans une terrifiante course-poursuite. Mais j'ai même pas envie d'en savoir plus, au fait. J'ai pas envie d'en savoir plus. Chris Larsgaard, Héritage dangereux. C'est chez J.C. Lattès, voilà. Nick
Nick Merchant et son associé Alex Moreno sont détectives privés spécialisés dans la recherche d'héritiers. Aussi, lorsque Gérald Jacob, témoin sous protection, meurt mystérieusement sans laisser de testament, mais une fortune de 22 millions de dollars, Nick et Alex partent-ils à la recherche d'éventuels parents. Toutefois, les jeunes gens, en se lançant dans cette traque aux héritiers, sont loin de se douter qu'ils sont à leur tour des proies d'une bien étrange partie de chasse. Voilà, c'était le dernier. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est déjà pas mal. Je sais pas combien il y en a. Je sais pas compter. J'avoue que peu importe combien il y en a, c'est pas ça qui compte. Hein. L'important, c'est que je lise. Que je trouve le temps de les lire. Si vous trouvez qu'il y en a certains, voilà, que je dois lire. Si vous en connaissez certains et que vous dites ah ouais, mais celui-là il est bien, il faut que tu lises. Si vous en êtes dans votre palais, que vous voulez faire une lecture commune, voilà, ce sera avec plaisir, comme d'habitude. S'il y en a un qui vous intrigue et que vous avez envie que je lise pour ça, pareil, n'hésitez pas à le dire, voilà, hein, tout ça en commentaire. Et comme d'habitude, vous connaissez le rythme, hein, un petit pouce bleu. Et puis si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous parlerai de ces livres très bientôt. Ils vont faire monter ma palle à fond là, mais bon, j'espère pouvoir les sortir très bientôt de ma palle qui est déjà énorme. Mais voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Bye bye, prenez soin de vous et je vous fais des bisous. À très bientôt.